Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Chanel. Aujourd'hui, nous accueillons le concours commun du réseau Sciences Po, les 7 Sciences Po du réseau. On va aller à Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain, Strasbourg et Toulouse pour nous en parler. Qui d'autre qu'un étudiant et la présidente du réseau Sciences Po. Alors, je vous les présenter très rapidement. Hélène Surel, professeure des universités en droit public, directrice de Sciences Po Lyon et présidente du réseau Sciences Po, accompagnée d'un étudiant en 4e année, Benjamin Mazet, en 4e année à Sciences Po Rennes, en spécialisation enjeux globaux et dynamique sociétale. Voilà, ils sont tous les deux là pour répondre à toutes mes questions concernant le concours. Mais avant cela, nous commençons avec le traditionnel pitch. Le pitch, c'est 60 secondes, Hélène, pendant lesquelles vous allez nous présenter le concours dans les grandes lignes. Est-ce que vous êtes prête, Hélène? Le réseau SCPO est un réseau qui regroupe 7 Sciences Po. Vous avez indiqué lesquelles sont des Sciences Po qui sont réparties sur toute la France. Et il y a donc un concours commun pour entrer dans ces écoles publiques. Ce concours commun est composé d'épreuves écrites. C'est un point qui est important parce que cela permet vraiment de mettre en œuvre les principes de méritocratie et également d'égalité. Le réseau existe depuis une quinzaine d'années. Outre le concours commun, il y a un programme d'égalité des chances qui est très important, qui s'appelle PEI, Programme d'études intégrées, qui permet de favoriser la réussite de tous par la préparation au concours, mais aussi la préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur. Et ce que l'on peut également dire, c'est que le réseau se caractérise par l'existence d'une communauté et d'un grand nombre de manifestations inter-Sciences Po, des manifestations étudiantes. Voilà, 60 secondes tout pile, bravo, extrait excellent. On est déjà dans l'excellence Sciences Po. Alors, on a parlé de favoriser les chances de tous. Ça aussi, c'est une grande dimension qui est importante et qu'on va reprendre à travers cette rubrique que nous avons intitulée le programme. Avant de rentrer dans cette dimension, c'est cette démocratisation du concours, question contemporaine, histoire et langue vivante, Hélène, un élève scientifique a-t-il les mêmes chances qu'un élève littéraire? Je pense qu'un élève plus scientifique a les mêmes chances. En fait, ce qui est important, c'est que ceux qui réussissent le concours du réseau SCPO sont de bons élèves, voire de très bons élèves, donc qui ont de très bons résultats. Après, le fait d'avoir choisi telle ou telle spécialité n'est pas décisif. Alors, Benjamin, je vais te demander à toi, est-ce que c'était à l'époque des spécialités? Tu étais plutôt quel type d'étudiant? Quelles études tu as faites, toi? Moi, je remonte à l'ancienne formule du bac, donc bac économique et social, spécialité économie approfondie. C'est plus forcément d'actualité aujourd'hui, mais j'étais plutôt un élève donc qui brassait différentes disciplines. Oui, tu n'étais pas à 100% littéraire, donc c'est bien sûr la preuve. Alors, Hélène, est-ce que c'est un concours continu, le concours SCPE, ou bien c'est un concours de la performance du 22 avril? Alors, bien évidemment, le 22 avril, il faut essayer d'être performant, ce qui veut dire déjà qu'il faut arriver en forme et ne pas travailler jusqu'au dernier moment et d'arriver complètement épuisé le jour des épreuves. Après, le concours est un concours exigeant, c'est évident, et il faut a priori commencer sa préparation au moins au début de l'année de terminale, voire même sur certains aspects dès la première. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui permet aussi de mieux réussir le baccalauréat. Et surtout, il y a un élément qui est très important, c'est que l'épreuve d'histoire est une épreuve qui est en fait calée sur le programme du lycée. Donc, en préparant le baccalauréat et en travaillant lors de sa terminale, on prépare aussi, en définitive, le concours d'entrée dans l'un des 7 Sciences Po. Sachant qu'il y a aussi une petite part, c'est un coefficient 1,5 sur un total de 9, une petite part de contrôle continu qui est pris en compte dans le cadre des épreuves du concours. Alors, bien dormir le 21 avril, c'est le premier conseil que vous pourrez donner pour
réussir le concours le 22. Benjamin, comment tu t'y es pris? Alors voilà, il y a une notion de contrôle continu, il y a en même temps une notion de contrôle de la performance d'une certaine manière avec cette épreuve avec ces épreuves bien précises. Quel a été ton rythme? C'est vraiment une préparation sur 2 ans, et donc finalement en fait, au moment où on passe les concours, finalement on a déjà été prêt sur ces 2 dernières années, ou est-ce qu'il faut vraiment accélérer sur la fin? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Déjà, je vais partir de mon cas personnel. Euh, il faut dédramatiser le potentiel échec au concours, puisque je l'ai tenté à 2 reprises. La première fois, j'étais pas du tout préparé, honnêtement, en terminale. Et je ne pensais pas que ça allait passer. Mais j'ai vraiment compris à quel point il fallait s'investir dedans. Donc ça, c'est le premier conseil qu'il faut donner. C'est, comme l'a dit Hélène, un travail de longue haleine qu'il faut préparer tout au long de l'année, à partir de la première au terminale. Et potentiellement, si vous comprenez que c'est fait pour vous en post-bac, vous pouvez aussi le passer. Surtout, un conseil, c'est de se préparer le plus possible par des épreuves blanches. C'est-à-dire se mettre dans les conditions de l'examen, de s'approprier la méthodologie. Je pense que ça diminue le stress le jour J quand on arrive à l'épreuve. Ça c'est indéniable, parce que c'est une épreuve le jour J, mais aussi donc sur le long terme. Et ce que je donnerais donc comme conseil, c'est à partir de 4-3 mois avant l'examen, si vous êtes toujours pas mis dans ces conditions-là, essayez de bloquer, en fait, peut-être dans des week-ends, des créneaux où vous vous mettez pendant 3 heures sur une épreuve d'histoire fictive, et essayez vraiment de tout donner, parce que ça, c'est ce qui, je pense, crée les conditions justement de réussite le jour J au concours. Donc ne pas y aller au talent, hein, comme on le dit, en disant voilà, on y va, je vais improviser, mais en même temps, c'est bien la preuve qu'on a encore une chance. Hein. C'est-à-dire que c'est pas, si on rate la première fois, on peut pas rater la deuxième, et ça c'est aussi quand même intéressant de le dire. C'est une approche aussi très souple, et ça permet de déstresser, comme tu le disais, Benjamin. Est-ce que dans les moyens que vous mettez à disposition, Benjamin parlait de bosser sur un maximum d'annales. Où est-ce qu'on peut les trouver, Hélène? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de se préparer que de bosser sur ces annales? Ou est-ce qu'il faut au contraire passer par une prépa privée pour défendre ses chances un maximum? Alors, je pense que par rapport à ce qui vient d'être dit, de bien préciser que l'on peut passer le concours à bac 0, ce qu'on appelle bac 0, et bac plus 1. Donc, effectivement, on peut avoir 2 chances et réussir le concours la seconde fois. Ensuite, en ce qui concerne la préparation, pour ce qui est de l'épreuve de questions contemporaines, il y a chaque année 2 thèmes. Cette année, c'est la peur et l'alimentation, sachant que l'un des 2 thèmes demeure pour le concours suivant. Donc ça, c'est un élément important. Et sur le site du réseau, il y a des conseils de lecture. Donc il y a un travail de lecture à faire, mais on donne un certain nombre d'indications. En ce qui concerne le recours à une préparation, je rappelle un élément qui est très important, c'est que les Sciences Po du réseau sont des écoles publiques. Donc, c'est un point important qui renvoie à ce que j'ai dit aussi sur le mérite et le principe d'égalité. Nous avons une préparation qui est labellisée, qui s'appelle la préparation tremplin, qui est une préparation qui peut être commencée en première ou en terminale. Pour ce qui est des autres préparations, je donnerai simplement un conseil, qu'il vaut mieux ne pas suivre une préparation avec un coût prohibitif. Cela n'est pas nécessaire. Alors, certains arrivent à travailler totalement en autonomie et n'ont pas besoin d'une préparation type tremplin. D'autres ont plus besoin d'être accompagnés. Là, c'est un choix aussi personnel, disons. Et bien évidemment, avec la préparation tremplin, il y a des épreuves blanches qui peuvent être réalisées. Et Hélène, vous avez mis l'accent, le focus vraiment sur cette démocratisation. Alors, on va parler des clichés un peu plus tard dans l'émission, mais c'est vrai qu'un des clichés, on pourrait se dire, le réseau Sciences Po, c'est une réputation un peu élitiste. Et pourtant, la démocratisation occupe une place centrale dans les 7 Sciences Po du réseau, notamment à l'aide du PEI, Programme d'études intégrées. Vous l'avez énoncé dans le pitch. De quoi s'agit-il exactement? Alors, on associe souvent les Sciences Po, les 10 Sciences Po, à des écoles pour les élites. C'est effectivement dans une large mesure un cliché.
Ce qui ne veut pas dire pour autant que l'on n'essaie pas de former des personnes qui seront à même d'exercer des responsabilités. Mais on a des épreuves écrites anonymes. Alors, dans cette perspective, le fait d'être dans tel ou tel lycée est complètement indifférent. On ne va pas prendre en compte ces éléments qui peuvent être entre guillemets, des marqueurs sociaux. On a des copies anonymes avec un numéro de candidat. En ce qui concerne notre programme d'égalité des chances, donc c'est un programme extrêmement important qui concerne tous les établissements qui ont des partenariats avec des lycées. Alors, des lycées dans des zones plus défavorisées, des lycées dans des zones rurales. Chaque Sciences Po a entre 30 et 55 à peu près lycées partenaires. Et cela permet donc, bien sûr, en collaboration avec des enseignants qui jouent un rôle très important de ces lycées, de préparer ces élèves, alors avec des cours qui sont proposés en présentiel et en ligne, avec des devoirs blancs, des concours blancs, de les préparer au concours du réseau SCPO, mais comme je l'ai dit précédemment, et je crois que c'est un élément qui est très important, également de les préparer à l'entrée dans l'enseignement supérieur. Et il y a aussi un autre élément, c'est qu'il existe toujours, bien évidemment, un effet d'autocensure, c'est-à-dire que certains jeunes, alors même qu'ils ont de très bons résultats, n'osent pas passer le concours commun parce que c'est quand même impressionnant de se lancer, de passer le concours commun des Sciences Po. Et ce programme permet aussi de lutter contre ce phénomène d'autocensure et de permettre à des jeunes de se rendre compte qu'eux aussi peuvent passer le concours. Alors, je préciserai à cet égard que dans tous les Sciences Po du réseau, la moyenne des étudiants et des étudiantes boursiers est de près de 29%, donc ce qui est quand même un pourcentage significatif. Oui, bien voilà un cliché qui avait la vie dure, à qui on a mené nous aussi la vie dure. Écoutez, ce que je vous propose, c'est d'attaquer les autres clichés à travers cette rubrique que nous avons très simplement intitulée « Les clichés ». Les clichés sont ces idées préconçues. Voilà, Sciences Po, c'est pour les élites. Sciences Po, ça ne va pas évoluer, ça ne fait pas d'efforts. Sciences Po, j'en sais rien. Benjamin, à toi de me dire, quel cliché tu as en tête? Ce qu'on m'a souvent indiqué, c'est qu'on ne savait pas trop ce qu'on pouvait faire avec Sciences Po. Ou tout du moins, c'était assez flou. On est capable de tout faire et ne rien faire, selon les dires de beaucoup. C'est vrai qu'en fait, on brasse tellement de disciplines, à savoir l'économie, le droit, l'histoire, des enseignements sur des aires géographiques qui nous sont nouvelles, que ça peut être un peu déroutant, mais je crois qu'en fait, c'est un atout aussi de la formation, c'est-à-dire de vous permettre de vous découvrir progressivement, de découvrir des centres d'intérêt. Certains entrent à Sciences Po pensant en fait commencer par exemple une profession de journaliste et se découvrent en fait véritablement d'autres vocations. Et ça, il me semble que c'est sans doute le cadre pluridisciplinaire de Sciences Po qui le permet. Et en fait, on n'est pas, on sait véritablement, on développe des compétences à la sortie, et notamment à partir du master où on spécialise véritablement. Et je pense que même c'est un cliché, mais qui n'est pas véritablement valable et qui, au contraire, est une force. Donc toi, tu dis qu'on a la possibilité de se spécialiser, c'est-à-dire que non seulement on va avoir un champ très généraliste au début, et puis petit à petit, on va affiner en fonction de son projet les domaines qui nous intéressent, les domaines académiques vers lesquels on veut s'orienter. Exactement, ouais, c'est ça. Sans compter qu'on on y reviendra par la suite, mais on a une expérience à l'international qui, je pense, est assez déterminante aussi dans notre appréhension de ce qu'on veut faire pour plus tard. Et après, ça dépend aussi des modalités pour chaque Sciences Po, mais on a plus ou moins des enseignements qui nous dirigent vers des voies juridiques, plus sociologiques. Tout dépend aussi de ce que vous voulez faire. Voilà. Alors, comme tu l'as dit, on y reviendra après, mais avant cela, écoutons le cliché d'Hélène. Alors, le cliché dont j'aimerais parler, c'est qu'on associe toujours Sciences Po au secteur public, à la politique, alors qu'en définitive, et Benjamin vient d'en parler, les débouchés sont extrêmement divers.
on a à peu près 2 tiers de nos anciens élèves qui travaillent dans le secteur privé en incluant le secteur associatif. Mais donc, contrairement à ce que l'on peut imaginer, même si nous préparons et dans de très bonnes conditions à l'entrée dans le secteur public ou à des professions, disons, en lien avec des hommes ou des femmes politiques, on a beaucoup d'élèves qui sont dans le secteur privé. Ce qui me conduit aussi à mettre l'accent en lien avec ce qu'a dit Benjamin sur le fait que nous avons un taux d'insertion professionnelle très élevé. Nos élèves trouvent très vite, en quelques mois, trouvent un travail dans des secteurs très divers. Donc l'idée d'associer Sciences Po, secteur public, vie politique, même si c'est un champ qui est important, ce n'est pas le seul et beaucoup de nos élèves vont dans le secteur privé. Donc si vous voulez devenir président de la République ou ministre, vous pouvez vous inscrire à Sciences Po. Et pour ceux qui ne le souhaitent pas, vous pouvez également vous inscrire. Ça fonctionnera aussi. Benjamin en a parlé, l'international. Alors c'est ce qu'on va voir tout de suite avec l'international et la vie étudiante. Benjamin, il y a différents attendus lorsque l'on fait une école du réseau auquel tu appartiens. Les études dans les Sciences Po du réseau SCPO sont caractérisées par la pluridisciplinarité, ça tu nous en as parlé, et l'ouverture internationale. C'est le premier attendu. Dans les faits, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne? Alors, en troisième année, on est donc envoyé à l'étranger. Ça, je crois que c'est vraiment une particularité de nos formations. Pour être passé à la fac avant, c'est pas forcément offert comme possibilité. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça n'est pas forcément qu'un semestre d'échange universitaire. C'est-à-dire que pour prendre mon exemple personnel, je suis parti d'ici donc au premier semestre au Royaume-Uni, à Édimbourg, en Écosse, en échange universitaire. Et par la suite, en fait, j'ai pu partir faire un stage de plus de 5 mois au Liban, à Beyrouth, à la Croix-Rouge libanaise, à la section sécurité économique, alors qu'initialement, je n'avais aucune expérience dans l'humanitaire ou dans la coopération internationale. Et ça, il me semble que c'est vraiment une étape dans notre construction personnelle et même aussi, donc ce que je disais tout à l'heure par rapport à la vocation, de pouvoir expérimenter en fait la vie professionnelle à laquelle on aspire, de découvrir de nouveaux secteurs. Et c'est ça, je pense, c'est vraiment un atout qu'on a à l'international qui n'est pas forcément donné. Je précise aussi, c'est pas obligatoire de faire un stage à l'international. On peut simplement partir en échange universitaire pendant toute l'année, mais il me semble que c'est une modalité qu'on ne retrouve pas dans les autres formations. Tu parles beaucoup de cette croissance personnelle, de fait de grandir à l'intérieur de ces différentes années. Quelle différence, toi, tu as constaté entre l'élève que tu étais il y a 4 ans et la personne que tu es ou l'élève que tu es aujourd'hui? Assez simplement, quand on se retrouve seul dans un pays qu'on ne connaît pas, où potentiellement on peut avoir des connaissances, mais on doit se débrouiller par soi-même, je pense que c'est une étape majeure dans sa construction, et surtout, notamment quand on va dans des destinations où sur les aspects culturels, il y a tellement de différences, ça nous fait grandir, ça nous fait aussi nous ouvrir nos perspectives, c'est-à-dire qu'on rentre aussi dans une étape où ce qu'on a pu apprendre dans des enseignements d'ouverture se matérialise en fait, et arrive dans... C'est pour ça que je parlais aussi, et que tu parlais de la croissance personnelle. Ça nous permet véritablement de nous ouvrir et puis aussi tout simplement de s'autonomiser beaucoup. Donc quand on arrive en première année après post-bac ou même une année dans le supérieur, et que là on sort de la troisième année où on a été autonome, on a dû se débrouiller et on a accumulé un nombre de compétences et de connaissances assez important, je pense que oui, on n'est pas du tout le même. Et on est beaucoup mieux préparé pour ce qui vient par la suite. Il y a une dimension qu'on n'a encore pas du tout abordée, c'est le fait qu'il y ait cette école. Hélène, quelle synergie académique existe entre toutes ces écoles? Est-ce qu'il y en a une déjà? Oui, je pense qu'il y a une véritable communauté des Sciences Po, et une communauté qui d'ailleurs ne se limite pas aux 7 Sciences Po du réseau, puisqu'il y a des liens aussi très étroits avec les 3 autres Sciences Po, c'est-à-dire Paris, Bordeaux et Grenoble. Alors,
prendre un exemple, les manifestations, les événements étudiants inter-Sciences Po. Il y a un certain nombre d'événements chaque année qui réunissent des élèves des 10 Sciences Po. Par exemple, un concours d'éloquence ou des jeux sportifs. Et donc, il y a vraiment des liens qui existent entre les élèves, entre les associations étudiantes. Je précise d'ailleurs à cet égard que une des caractéristiques des Sciences Po, c'est le nombre d'associations étudiantes, entre 30 et 45 à peu près dans chaque Sciences Po, qui concerne des domaines très divers. Donc, on a vraiment une communauté. Cette communauté au sein du réseau se manifeste aussi par l'existence d'un campus virtuel qui permet de mettre en commun des cours en langue, notamment en anglais, qui sont dispensés dans les différents Sciences Po. On a aussi ce qu'on appelle au sein du réseau la mutualisation. La mutualisation, c'est lorsque un élève, par exemple d'un Sciences Po Rennes, au hasard, un élève de Sciences Po Rennes souhaite faire une 5e année qui n'existe pas à Rennes, mais qui est proposée à Aix-en-Provence. À ce moment-là, cet élève pourra faire sa 5e année à Aix-en-Provence, mais pour autant, il sera diplômé de Sciences Po Rennes. Donc, non seulement les élèves bénéficient d'un très grand choix de spécialisation, donc à partir de la 4e année et plus particulièrement de la 5e année, mais en outre, ils peuvent aussi, en quelque sorte, piocher dans les différentes spécialisations des autres Sciences Po du réseau. Alors, le hasard aurait aussi pu vous faire choisir Sciences Po Lyon, évidemment, hein, mais bon, vous avez choisi Rennes. Benjamin, on a beaucoup parlé donc, de cette vie intérieure que tu as pu expérimenter à travers tes différentes expériences. Hélène rajoute un nouvel élément, justement, cette communauté qui existe au sein du réseau, avec cette collectivité. Comment tu la vis? Est-ce que tu fais partie d'une association? Est-ce qu'il y a une vraie entente? Vous n'êtes pas des rivaux, finalement? Vous appartenez à une grande famille? Non, on n'est pas du tout des rivaux, comme l'a précisé Hélène. Donc, il y a des manifestations sportives, et le concours d'éloquence, et aussi, j'insiste sur la manifestation artistique qui réunit chaque année les différentes Sciences Po. Alors, on n'est pas en concurrence. Je crois que c'est important de le dire aussi. Il y a des connexions qui sont faites, mais il y a une grosse vie sur le campus de chaque Sciences Po. À chaque fois, on a plus d'une vingtaine d'associations, généralement dans chaque Sciences Po. Ça peut aller il y a un champ des possibles assez large. On a évoqué l'éloquence, mais donc ça peut être les pratiques artistiques, sportives. On peut avoir des associations de solidarité. Tout ça, en fait, contribue aussi à créer une vie extrêmement active. Et même si on n'est pas initialement attiré par un engagement associatif, en fait, ça vient vers vous assez facilement. Vous rencontrez aussi beaucoup de personnes dans ces associations-là. Et finalement, ça contribue aussi à votre vie sur Sciences Po, puisque ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a du temps qui nous est dégagé, notamment, ça dépend des modalités des IEP, mais normalement, le jeudi après-midi est relativement banalisé, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas cours pour des pratiques sportives, artistiques, ou même en parallèle d'autres engagements associatifs que vous pouvez développer. Et ça, il me semble que c'est essentiel aussi à prendre en considération si vous voulez faire Sciences Po. Et c'est véritablement un atout. Moi, par exemple, j'ai présidé en 2e année l'association d'éloquence et en parallèle, j'avais d'autres engagements associatifs. Et ça a été une source d'enrichissement personnel impressionnante. Et ça peut aussi bien donc se produire en 1re année, en 2e année, en 4e année, en 5e année, ces engagements associatifs. Et puis, ils évoluent en fonction de vos envies et puis aussi de ce que vous avez pu développer, notamment au retour de l'étranger. Voilà. L'éloquence, on va avoir l'occasion de tester ton éloquence à travers la prochaine épreuve, si tant est qu'on appelle ça une épreuve, avec le Qui suis-je, hein. Alors, on va vous présenter 3 personnalités, mais j'en dis pas plus. Passons tout de suite au Qui suis-je. 3 personnalités que je vais vous présenter. Et vous allez devoir me dire laquelle, selon vous, correspond le mieux. Alors, à un état d'esprit, à une mentalité, à un élève, à un professeur peut-être, je ne sais pas, vous allez me le dire. Des 3 personnages suivants, je vais vous les présenter, ils vont apparaître sur votre écran. Je suis parti
Un peu façon question pour un champion, comme ça apparaît sur votre site. Ici, vous avez un prénom. Ici, chacun a sa chance. Ici, vous partez là-bas. Ici, vous n'investirez pas à perte. Ici, l'engagement n'est pas une question, n'est pas une option, pardon. Qui suis-je? Les écoles du réseau Sciences Po, d'une certaine manière, du réseau SCPO. Alors, je vous les présente. Katniss Everdeen, on pourrait dire ici l'engagement n'est pas une option. Katniss, c'est le personnage principal de la franchise du film Hunger Games. C'est une jeune femme qui est engagée dans la lutte contre le gouvernement oppressif et totalitaire de son pays, le Capitole. Elle fait aussi preuve donc d'énormément d'humanité dans l'adversité, dans des situations dans lesquelles justement on force les gens à perdre ce qui les caractérise et ce qui pourrait les rendre si humains. Ça, c'est pour Katniss Everdeen, tout à droite. Tout à gauche, c'est Lucky Luke. Alors j'adore, chez Campus Chanel, on aime les très bons jeux de mots. Ici, chacun a sa chance. Lucky, Luck. En même temps, il y a cette dimension internationale. Donc ici, vous partez là-bas. Lucky Luke, c'est quelqu'un de très intelligent, d'astucieux. C'est le justicier de l'Ouest, dévoué à la défense de la justice de la loi. Et il n'hésite pas à se mettre en danger pour aider des personnes en difficulté. Et il est souvent vu comme un médiateur entre les différents groupes de personnes, très respectueux des cultures et des traditions amérindiennes. Voilà pour Lucky Luke. Et puis enfin, Picsou. Alors bon, Picsou, il y a cette idée de partir de rien, démocratisation aussi. On n'investira pas à perte. On a un prénom. Alors bon, il n'a pas que des qualités, Picsou, mais ça reste quand même quelqu'un de profondément bienveillant, malgré les différents défauts qu'il peut posséder. C'est un personnage de l'univers Disney, un canard milliardaire connu pour sa grande intelligence financière et son habilité à investir. Voilà, ça c'était mon explication. Et maintenant, je vais vous laisser la vôtre, Hélène. Quel personnage pour vous représente le mieux l'état d'esprit des concours du réseau Sciences Po? Alors, très honnêtement, je ne sais pas trop. Je vais prendre Lucky Luke, chacun a sa chance. Je pense peut-être, mais vos personnages sont un peu particuliers, disons. Alors, chacun a sa chance, ce qui renvoie à ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que il est important, bien sûr, il faut travailler, c'est nécessaire, mais il faut tenter sa chance. Et tout notre programme d'égalité des chances renvoie à cette idée, lutter contre les phénomènes d'autocensure et tenter sa chance. Merci Hélène. Alors, des personnages particuliers. L'idée, c'est de ne pas vous faciliter la tâche. Benjamin. Oui, mais... Je partirai sur Hunger Games. L'engagement n'est pas une option. Allons-y. J'ai intégré Sciences Po parce que j'étais curieux et soucieux de comprendre les dynamiques qui travaillaient nos sociétés pour aussi être en capacité de mieux y répondre, notamment sur les questions de solidarité. Et j'avoue que ce que m'a donné Sciences Po, c'est cet apport-là théorique, mais qui aujourd'hui, comme le disait Hélène en introduction, on a vocation à occuper des postes de responsabilité, peu importe les domaines et peu importe le secteur que vous occupez. Moi, ce qui me travaille, c'est essentiellement ça. Et je pense que quand on parle d'engagement, il faut le comprendre de manière ouverte et large. J'évoquais tout à l'heure l'engagement associatif, mais il peut être pluriel, c'est-à-dire que si vous avez plutôt une fibre artistique, c'est une forme d'engagement. Si vous êtes, comme moi, plutôt travaillé par les questions de solidarité, c'est aussi une forme d'engagement, se mettre à profit de la société. Et je pense que c'est surtout ça, ouais. L'engagement n'est pas une option, et c'est pour ça que je me retrouve dans cette citation. Merci de vous être prêté à ce petit jeu. Je ne vous torture pas plus longtemps que ça. Je vais y arriver. On passe à et après. Hélène, si on a la chance d'être un étudiant pris dans les 7 écoles du réseau, comment recommandez-vous de choisir ? Alors, en fait, il y a 10 à 11 000 candidats, cela varie un peu selon les années, et entre 1100 et 1200 admis. D'accord ? Dans cette perspective, le choix qui va être fait entre les 7 va dépendre des vœux qui sont formulés par les candidats et aussi de leur rang de classement. Donc, en fait, ce sera en fonction de ce que feront ceux qui sont mieux classés que vous, par exemple, que votre choix sera déterminé. Mais ce qui me semble important,
au-delà de cet aspect, c'est de revenir sur ce que j'ai dit précédemment. Ce sont des écoles publiques, des écoles de taille humaine, qui dispensent une formation très proche. Donc une formation pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales. Après, il y a bien sûr des spécificités, mais quel que soit le Sciences Po dans lequel on est, on a cette formation qui fait notre modèle commun. Après, bien sûr, certains peuvent souhaiter, pour des raisons personnelles, familiales, être plutôt dans telle ou telle Sciences Po, mais là, c'est le classement aux épreuves écrites qui détermine l'étendue, disons, du choix. Après, c'est parfois bien pour un élève d'aller dans une autre région, hein, de partir. C'est aussi une expérience qui peut être pertinente. Est-ce que cela veut dire que finalement, une fois qu'on appartient à une des écoles, on appartient surtout au réseau et qu'on bénéficie du réseau de l'ensemble, le réseau SCPO, et pas simplement le réseau de son IEP? Tout à fait. En fait, c'est pour ça que j'ai parlé d'une communauté, j'ai évoqué le campus virtuel, la mutualisation, mais surtout, en fait, avoir un diplôme d'un Sciences Po du réseau, donc diplôme valant grade de master, c'est ce qui est important. Après, que ce soit Lille, Strasbourg ou Rennes, ce n'est pas l'élément essentiel, hein. La formation est commune avec certaines spécificités, des partenariats qui vont être différents. Nous avons beaucoup de doubles diplômes, de partenariats avec des écoles en France et à l'étranger. Donc, ces partenariats varient en fonction des Sciences Po. Mais ce qui compte, c'est que c'est une formation commune à tous. Benjamin, comment rentrer en contact avec l'école ou avec les concours? Est-ce qu'on peut par exemple s'adresser directement, si on a un étudiant qui veut préparer le concours, est-ce qu'on peut s'adresser directement à des étudiants comme toi, si jamais on avait des questions à te poser? Oui, bien entendu, on se rend disponible parce que nous-mêmes, à un moment, on a bénéficié justement de ces retours des étudiants. J'identifie deux canaux principaux. Il existe des groupes d'entraide, notamment pour donc les concours pour les 7 IEP. N'hésitez pas à aller regarder de ce côté-là parce que là, vous trouverez en fait des étudiants actifs qui sont en capacité de vous répondre et qui connaissent absolument toutes les modalités. Et un autre canal, bon là malheureusement c'est peut-être passé, mais il y avait donc les journées portes ouvertes et pour les années suivantes, je vous invite vraiment à y aller parce que c'est animé généralement aussi par des étudiants. Vous rencontrez les différents professeurs ou si vous voulez, le personnel pédagogique. Et ça, de un, ça vous permet d'avoir un aperçu et de deux, de poser des questions aussi très personnelles. Je sais que j'ai répondu à pas mal de reprises à des questions sur le concours ou même aussi sur le stress, etc. Et ça, on vous aide parce qu'on est passé par là. Donc, n'hésitez pas à y aller à ce moment-là. Comment tu les définis, ces professeurs dont tu as parlé, ce corps professoral? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, qu'ils ont de spécial, s'ils avaient une qualité ou deux ou trois? Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a différents profils. On a plutôt des profils universitaires, donc des personnes qui sortent généralement d'un doctorat ou qui ont plutôt vocation à avoir recherché pendant plusieurs années, enfin, tout du moins s'être investi dans la recherche pendant plusieurs années. On a aussi des professeurs qui sont, je dirais, hybrides, c'est-à-dire que ils sont universitaires, mais ils ont eu des compléments avec des expériences professionnelles et davantage aussi donc ça c'est plus des intervenants qui viennent au fur et à mesure de votre cursus, mais donc des professionnels qui eux donc ne dispensent pas sinon de manière pas temporaire mais ponctuelle. Et ça, je pense que c'est à nouveau un atout et ça vous montre le côté enfin c'est pas que la pluridisciplinarité, c'est aussi dans le contenu de ce que vous pouvez avoir, donc du très théorique au retour de terrain, d'expérience, et c'est extrêmement bénéfique, je crois. Et puis une dernière question avant de passer au temps additionnel pour vous, Hélène, hein. Quel est l'avantage pour un étudiant d'avoir un concours commun à cette école? Alors, l'avantage, il est très simple. C'est que lorsque un élève passe les épreuves du concours commun du réseau SCPO, en fait, en une journée, il est candidat dans 7 établissements. Et nous avons des centres d'épreuves dans toute la France, sachant que nous essayons et nous y arrivons
très, très largement à permettre aux élèves de passer les épreuves du concours, donc 22 avril cette année, près de leur domicile. Donc, en fait, auparavant, lorsqu'un élève voulait postuler dans des Sciences Po, il fallait, par exemple, qu'il aille passer les épreuves à Strasbourg, à Aix-en-Provence, à Lyon. Là, près de son domicile, l'élève peut passer les épreuves pour 7 établissements. Donc, c'est quand même extrêmement intéressant pour les élèves. Un avantage en effet très conséquent. Et avant cela, on est bientôt arrivé à la fin de cette émission, mais il nous reste une petite conclusion avec le temps additionnel. Deux minutes pendant lesquelles vous allez pouvoir conclure, pendant lesquelles vous allez pouvoir peut-être rajouter un élément qu'on n'a pas encore cité, un des avantages, ou à l'inverse accentuer sur peut-être la mutualisation de ce réseau, ou bien sûr le développement personnel dont Benjamin a pu nous parler. À ce propos, je vais te laisser commencer, Benjamin. Quelle serait ta conclusion pour cette orale ? Je dirais simplement, si vous vous posez la question de vouloir intégrer le réseau des IEP communs, c'est que aujourd'hui, vous êtes curieux sur plusieurs sujets et c'est sans doute la formation qui vous correspond, c'est-à-dire que vraiment cet aspect pluridisciplinaire qu'on rabâche en permanence, c'est un moyen de se découvrir en fait, tout simplement. C'est un moyen aussi de développer un socle de compétences et puis aussi d'être souple pour la suite de pas forcément de votre carrière professionnelle, mais aussi de ce que vous êtes. Et ça, je pense que c'est un véritable atout, sans compter toutes les expériences annexes que vous pouvez avoir, à savoir, donc, on en a parlé, hein, mais je le répète, l'engagement étudiant et associatif qui est extrêmement important, et cette opportunité de partir à l'international. Donc, c'est une formation assez complète, assez singulière, dans laquelle vous pourrez apprendre à vous connaître si aujourd'hui vous avez beaucoup de questionnements, vous êtes curieux, mais vous savez pas forcément où aller. Je pense que dans ce cas-là, n'hésitez surtout pas, comme on l'a dit à plusieurs reprises, mais ne vous censurez pas et n'hésitez pas à essayer le concours. Voilà. Merci Benjamin. Hélène, quelle serait votre conclusion ? Alors, ma conclusion, d'abord, j'aimerais mettre l'accent sur un point. Les 7 Sciences Po sont des écoles publiques, ce qui veut dire que les élèves boursiers ne paient pas de droits d'inscription. C'est un élément important que je n'avais pas évoqué, mais outre notre programme d'égalité des chances, il y a aussi cet élément. Après, je crois que nous avons un modèle particulièrement attractif depuis longtemps. En tant qu'ancien élève d'un Sciences Po, je ne dirai pas lequel, je peux en témoigner. Je crois que nos élèves arrivent à acquérir, donc à partir d'un socle, disons, de disciplines qui ne sont pas les seules, le droit, la science politique, l'économie et l'histoire, arrivent à acquérir des capacités importantes en termes d'analyse des phénomènes qui peuvent être très, très divers. Ils sont capables d'analyser ces phénomènes, non pas à travers un seul angle, par exemple juridique ou économique, mais d'envisager les phénomènes dans leur globalité. Et j'évoquais l'insertion très professionnelle de nos élèves qui est très bonne. Effectivement, ce sont des profils qui sont intéressants parce que nos élèves, nos diplômés sont capables, s'il le faut, d'intégrer un savoir technique très rapidement, mais ils ont à la fois la maîtrise de 2 langues étrangères, mais aussi ces capacités en termes d'analyse, de synthèse, et je crois que cela les distingue des autres, de ceux qui ont suivi d'autres cursus. Je crois que c'est un élément important et je terminerai en disant aussi que de par cette spécificité de leur profil, en fait, il y a aussi une adaptabilité. Et on voit que beaucoup d'anciens Sciences Po vont exercer pendant un certain nombre d'activités dans une profession, puis vont choisir une autre profession. Cette adaptabilité, elle tient aux caractéristiques même de notre formation. Et donc à ce profil, ces personnes qui sont capables d'analyser un certain nombre de choses et c'est ce qui explique aussi que nos profils soient très recherchés.
Merci Hélène, merci Benjamin, merci à tous les deux d'avoir répondu à toutes mes questions, de vous être prêtés même au qui suis-je, à devoir trancher entre Lucky Luke ou Katniss Everdeen. Concrètement, si vous souhaitez avoir un prénom, saisir votre chance, partir à l'international, ne pas investir à perte, l'engagement sera obligatoire, vous serez obligé d'avoir une vie étudiante épanouie et heureuse. Eh bien, ça se passe dans un IEP avec le concours commun du réseau Sciences Po et les 7 Sciences Po du réseau, Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain, Strasbourg et Toulouse. Aucune excuse météorologique donc. Si vous souhaitez devenir cet étudiant épanoui, comme vous avez pu le constater avec Benjamin, vous savez où vous inscrire. Merci d'avoir regardé Campus Channel et je vous dis à très bientôt.